Bien entendu? Ok. Voilà. Et vous qui êtes tout près de la télévision, si vous entendez des manifestations, vous me le dites. Bien, donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de la notion de test d'hypothèse et d'une espèce de généralisation du test de student que vous avez vu avec Madame Breunings. Cette généralisation du test de student s'appelle l'analyse de variance. Donc, mon objectif lointain, c'est de faire en sorte que vous compreniez bien ce que sont les bases de cette technique qu'on appelle l'analyse de variance. Mais pour arriver à ça, je vais y aller assez doucement et je vais reposer la question, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un test d'hypothèse? Qu'est-ce que c'est qu'un test statistique? Un test comme le test de student que vous avez vu avec Madame Breunings. Dans le cadre de son cours, vous n'en verrez qu'un, mais à partir de maintenant, vous allez en voir plein avec moi et puis surtout après avec Madame Huet. Donc il faut qu'on soit bien sûr que cette notion soit bien passée et il faut aussi qu'on puisse commencer à construire cette notion d'analyse de variance qui va vous être très utile pour un certain nombre d'autres choses, en particulier dans le cadre du cours de Madame Huet. Alors, Mélanie, je passe à la dia 2 qui s'appelle 1 principes généraux. On ne va pas rester là-dessus longtemps. Et je passe directement à la dia 3, qui est donc une dia de titre et qui indique base de l'inférence. Oui, parce qu'en fait, vous vous souvenez, la fois passée, quand j'ai essayé de répondre à la question « ça sert à quoi les statistiques ?», on avait une première fonction qui était d'écrire, une deuxième fonction qui était inférée, une troisième fonction qui était comparée. Mais je vous ai dit aussi que pour comparer, on avait besoin d'inférer, et que pour inférer, on avait besoin d'écrire. Et donc, je considère que d'écrire, ça va, vous maîtrisez. Maintenant, je vais repartir sur inférer. À partir d'inférer, je vais commencer à construire comparer. Et pour construire comparer, j'ai besoin du test de student et je veux aller vers l'analyse de variance. Donc ça sera comparé en cherchant à spéculer sur des différences. Plus tard, ensemble, au deuxième quadrimestre, on fera comparer, mais comparer en cherchant à statuer sur des ressemblances, sur des similarités. D'accord? Donc je suis au fond au milieu de ma grande dia où il y avait toutes les fonctions de la statistique, inférée. Et puis, à partir de là, je repartirai sur comparer en cherchant des différences. C'est là qu'on rencontre le test de student que vous connaissez déjà et l'analyse de variance qu'on va essayer de commencer à découvrir ensemble. Alors, on verra un petit peu quel est l'état de chauffe des neurones dans le cadre de cette séance-ci. Je crois qu'on va faire comme la fois passée. Quand je sentirai que ça chauffe un peu trop, ben j'arrêterai et on reprendra la prochaine fois. Si je ne sens pas que ça chauffe, je continue jusqu'à minuit. Bien. Donc, l'inférence. Regardez un petit peu. Je passe à la dia 4. Vous voyez le mot indice qui apparaît. Je réappuie une fois sur la touche. Il y a le mot attribut en dessous. Je réappuie et on voit apparaître performance globale, variabilité, forme, etc. Ça, c'est juste pour vous rappeler qu'un indice, c'est un instrument mathématique qui permet d'apporter la description d'une distribution, mais sous un angle très particulier que j'ai appelé attribut de cette distribution. Et on a vu que les attributs des distributions, ça pouvait être les performances globales, la variabilité, la forme, etc. Rien de nouveau dans ceci. Je réappuie, on a vu apparaître en dessous de performance globale, moyenne, médiane, mode, etc. Ça, ce sont les indices qui, en quelque sorte, concrétisent mathématiquement, numériquement, l'attribut performance globale. Je réappuie une fois, on voit apparaître variance, étendue, écartide, etc. en dessous de l'attribut variabilité. Ce sont les indices qui concrétisent l'attribut variabilité. Et je réappuie encore une fois, en dessous de l'attribut forme, on voit apparaître coefficient de dissymétrie, coefficient d'aplatissement, etc. Ce sont les indices qui permettent de concrétiser cet attribut des distributions qu'est la forme. Bien, tout ça, vous le savez. Je viens de réappuyer sur la touche et on voit apparaître
indice concernant un échantillon. Je réappuie, on voit apparaître indice concernant la population. Et vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on parle d'indice tant qu'on ne sait pas ce qu'est le groupe avec lequel on travaille, le groupe de mesure avec lequel on travaille. À partir du moment où on sait que ce groupe de mesure, c'est un groupe de mesure qui, en fait, constitue un échantillon, on va lui donner un nom. Si c'est un groupe de mesure qui constitue une population, on va lui donner un autre nom. J'appuie sur le bouton, je vois que lorsque l'indice est quelque chose qui concerne un échantillon, on l'appelle une statistique. Je réappuie sur le bouton, je vois que lorsque l'indice concerne la population, on l'appelle un paramètre. Là non plus, rien de nouveau, rien de changé. Je vous ai dit tout ça à la fois passée. Je réappuie sur le bouton, on ne voit plus que paramètres statistiques, je suis à la ligne 5 de l'ANI. Et j'ai réappuyé une deuxième fois et on voit apparaître une flèche qui monte de statistiques vers paramètres. Et il y a un mot qui la commente, ce mot c'est inférence. Ceci est une manière de définir la notion d'inférence qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de procédures qui vont me permettre de partir d'une connaissance que j'ai sur un échantillon pour spéculer sur la connaissance similaire que je voudrais avoir de la population dont cet échantillon est extrait. Donc, j'ai un indice qui me décrit mon échantillon. Je veux savoir comment est la population. Et bien, à partir de cet indice qui me décrit mon échantillon, je vais essayer de le généraliser, cet indice, à la population. C'est ça la procédure qu'on appelle inférence. Et l'inférence me permet donc de passer de la statistique au paramètre, de l'échantillon à la population. Je réappuie sur une touche. Je suis sur la dia 6 et cette dia, Mélanie, je vais appuyer beaucoup de fois sur le bouton, hein, elle est remplie de petites figures, mais pour l'instant on voit que population. Et donc ce que je vous montre là, c'est quelque chose qui va au fond symboliser une population. Cette population, elle a une forme bien gentille, elle est bien symétrique. Elle ressemble à une distribution normale. Vous voyez une barre verticale qui figure l'une de ses caractéristiques, sa tendance centrale. On pourrait calculer la moyenne pour incarner en quelque sorte la tendance centrale. On aurait donc la moyenne paramètre de la population. Je réappuie une fois sur le bouton. Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, il apparaît que dans cette population que je connais, attention, je disais que je connaissais. Je fais comme si je connaissais. Mais au vrai, vous savez que ce n'est pas possible. Donc, je me place dans une situation qui est une situation théorique, hypothétique, qui ne peut pas arriver. Donc, je fais comme si une boule de cristal me permettait de connaître parfaitement une population. D'accord? Alors, dans cette population, que je connais parfaitement et à laquelle j'ai accès, parce que je suis Dieu le Père, hein, il n'y a que lui qui peut vraiment faire ce genre de choses, eh bien, pour me changer un petit peu les idées, je décide que je vais faire du tirage aléatoire, c'est-à-dire que je vais extraire de cette population un échantillon. Et je l'extrais de manière aléatoire, en suivant les lois du hasard, c'est-à-dire sans donner plus particulièrement de chance à l'un ou l'autre des individus qui constituent cette population la possibilité d'être tiré. Donc c'est un tirage tout à fait aléatoire. Je réappuie sur la touche. Je vous fais apparaître un M surmonté d'une barre. C'est une manière de représenter un paramètre de population, mettre une barre suscrite, et ici c'est M, c'est la moyenne. Je fais mon tirage aléatoire, je réappuie sur le bouton, et tiens, voilà un échantillon qui apparaît. Là, on a vu apparaître une petite ellipse. Dans ma petite ellipse, il y a un axe qui figure l'axe sur lequel les valeurs sont mesurées. Cet axe, en fait, que l'on a vu là en haut à droite dans la population. Et dans cet échantillon que je viens d'extraire, je peux évidemment jouer avec ma machine à calculer à déterminer un certain nombre d'éléments quantitatifs. Par exemple, je peux faire la somme des données divisée par l'effectif, ça va me donner la moyenne arithmétique de l'échantillon. Okay. Cette moyenne arithmétique de mon échantillon, vous voyez, elle est figurée là par l'espèce de petit rectangle bleu, et il est écrit M1,
Pourquoi M1? Parce que c'est la moyenne. Il n'y a pas de barre au-dessus. Ben non, c'est une moyenne d'échantillons. Pourquoi j'ai mis 1? Ben écoutez, c'est parce que je ne vais pas me limiter à un seul échantillon. Tout à l'heure, j'en tirerai d'autres. Donc ça, c'est le premier. Et on voit que cet échantillon, il a une moyenne qui a une certaine valeur. Et pour un peu la situer, vous voyez sur l'axe, j'ai mis un petit trait vertical. Le petit trait vertical, il figure la moyenne de la population, puisque je suis Guelfer et que je connais la moyenne de la population. Donc, on voit que la moyenne de l'échantillon, que j'ai tiré au hasard, bon, ben, dans un monde parfait, la moyenne de l'échantillon que j'ai tiré dans la population, ça serait la même chose que la moyenne de la population, mais comme je l'ai tiré au hasard, ben, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Elle est un peu différente. Et là, on voit que dans le cas d'espèce, elle est un peu supérieure à la moyenne de la population. Elle est un petit peu sur la droite là, du trait vertical. Ok. Ben, vous comprenez, ça serait très triste si je m'arrêtais là. Et donc, j'appuie sur le bouton et apparaît un deuxième échantillon que j'ai tiré. Et vous voyez dans ce deuxième échantillon, à nouveau j'ai sorti ma calculette, mais tellement vite que vous ne l'avez pas vu, j'ai fait la somme de toutes les valeurs que j'ai divisées par l'effectif, ça me donne la moyenne. Et où est-ce qu'elle est maintenant la moyenne de cet échantillon? Dans un monde parfait, elle devrait être égale à la moyenne de la population, mais le monde n'est pas parfait puisque j'ai tiré au hasard. Et donc voilà, elle est différente, et ce coup-ci elle est inférieure à la moyenne de la population. Bon, vous avez compris que essayer ce principe, c'est l'adopter, et donc je vais faire ça un certain nombre de fois. Je réappuie sur le bouton, je vois un troisième échantillon avec sa moyenne qui est un petit peu inférieure à celle de la population. Je réappuie sur le bouton, j'en vois un quatrième, cette fois-ci elle est un peu supérieure. Je réappuie sur le bouton, j'en vois un cinquième, elle est supérieure. Je réappuie sur le bouton, j'en vois un sixième, elle est fort supérieure à celle de la population. Je réappuie sur le bouton, j'en vois un septième, elle est fort inférieure. Je réappuie sur le bouton, je viens de faire apparaître une ligne horizontale. Suspense, qu'est-ce qui va apparaître sur cette ligne horizontale? Je réappuie sur le bouton. Et bien en fait, sur cette ligne horizontale, je vais situer toutes les moyennes de tous les échantillons. Vous voyez, il y a une flèche là qui vient d'apparaître et qui me montre que la moyenne du premier échantillon, ben, je la situe à cet endroit-là sur l'axe. Je réappuie sur le bouton. La moyenne du deuxième échantillon, elle est à un autre endroit sur l'axe. Je réappuie sur le bouton. La moyenne du troisième échantillon, encore à un autre endroit. Je réappuie, M4 vient se projeter là. Je réappuie, M5 se projette aussi. Je réappuie, M6 se projette. Je réappuie, M7 se projette. Regardez, j'ai mis sur un seul axe, qui est en fait l'axe de variation des données. C'est l'axe qui a été utilisé pour la population de les échantillons. Je viens de mettre sur cet axe toutes les moyennes de tous les échantillons que j'ai tirés au sort dans la population. Mais là, il y en a que 7. C'est pas comique quand il y en a que 7. Ce qui est beaucoup plus amusant, c'est quand on en prend une infinité. Mais là aussi, il faut que Dieu le Père me donne un coup de main, parce que moi, pauvre mortel que je ne suis pas capable de tirer une infinité d'échantillons d'une population que d'ailleurs, au vrai, je ne connais pas. Lui, il a fait le. Alors, je réappuie sur le bouton. Et encore une fois sur le bouton, et vous voyez apparaître tout doucement quelque chose qui vous rappelle des souvenirs pas trop anciens. Vous voyez que j'ai encore retiré des échantillons et à chaque fois il y a eu une moyenne, et à chaque fois j'ai été situé la moyenne, et vous voyez apparaître là, au milieu de l'écran, une forme. Je vais appuyer encore une fois sur le bouton, une forme que vous connaissez bien. La forme qui est là, c'est la forme qui s'exhale de cet exercice où j'essaye de voir comment les moyennes des échantillons extraits, comment ces moyennes se distribuent. Et donc ce qu'il y a là au milieu de l'écran, c'est la distribution des moyennes que je calcule sur une infinité d'échantillons que j'extrais de la population que je connais par expérience de l'esprit. Donc nous avons là un nouvel objet. Nous avons là un nouvel objet statistique qui est une distribution d'indices. On sait que ces indices ils sont calculés sur des échantillons, donc c'est des statistiques. On a là une distribution de statistiques. On a là la distribution de quelle statistique? La distribution de la statistique moyenne.
Et ces moyennes, elles viennent de quoi? Elles viennent d'une opération d'échantillonnage. D'échantillonnage dans la population. Eh bien, cette distribution, on va l'appeler la distribution d'échantillonnage de la moyenne. Distribution d'échantillonnage de la moyenne. Ce concept est essentiel. Grâce à ce concept, je vais pouvoir construire l'inférence. C'est à partir du moment où on a pu commencer à raisonner en ces termes-là qu'on a pu spéculer sur des règles qui permettraient, à partir d'échantillons que l'on connaît bien, de prédire des choses à propos de la population que l'on ne connaît pas. Je vais appuyer sur le bouton et comme par hasard, c'est écrit distribution d'échantillonnage. Vous avez donc là toute la chaîne, la population que je fais semblant de connaître, les tirages aléatoires avec chaque fois une moyenne qui en résulte, la mise en distribution de la moyenne et au final l'obtention de la distribution d'échantillonnage de la moyenne. Je réappuie sur le bouton, il n'y a plus que population et distribution d'échantillonnage. Je suis à la ligne numéro 7. Je réappuie encore une fois et je vois apparaître à nouveau un axe que je connais bien. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, ça me permet de voir un peu de café. J'appuie sur le bouton, je vois apparaître une distribution, je réappuie sur le bouton et ceci me dit quelque chose. Ceci me dit que, en fait, quand tout à l'heure j'ai vu la distribution d'échantillonnage apparaître, eh bien, j'ai vu un objet sur lequel je pouvais me poser des questions statistiques. Quand on a une distribution, on peut se demander, par exemple, quelle est sa variance, quel est son indice de dissymétrie, quel est son indice d'aplatissement. On peut aussi poser une autre question qui est, mais au fond, quelle est la moyenne de cette distribution? Donc j'ai obtenu la distribution d'échantillonnage, vous l'avez vu se construire. Et sur cette distribution que maintenant je garde seule là, je me pose une question. Cette question, c'est quelle est la moyenne? Et visuellement, vous avez bien vu que la moyenne, elle était là pile au milieu. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la moyenne de la distribution d'échantillonnage, elle est égale à la moyenne de la population. Donc, si je pouvais vraiment faire cette opération de tirage aléatoire de tout un tas d'échantillons, que je calcule à chaque fois la moyenne vraie de chaque échantillon, que je mette ça en distribution, cette distribution d'échantillonnage, si j'en calculais la moyenne, ça me donnerait une valeur qui serait égale à la moyenne de la population. D'où on tire que le meilleur estimateur de la moyenne de la population, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage. Le meilleur estimateur du paramètre, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage. Par ailleurs, lorsque je n'ai qu'un échantillon devant moi, qu'est-ce que je peux dire à propos de la population? Eh bien, je peux dire que le moins mauvais, si vous voulez, estimateur de la moyenne de la population, si je n'ai qu'un échantillon devant moi, ben c'est ce que j'ai, c'est la moyenne de l'échantillon. Parce que si vous vous rappelez comment se distribuait la moyenne des échantillons autour de la ligne verticale, ben en gros elles étaient assez proches de la ligne verticale et il y en avait assez peu qui étaient loin de la ligne verticale. Pour le dire autrement, la probabilité que la moyenne de l'échantillon soit proche ou égale à la moyenne de la distribution d'échantillonnage et donc à la moyenne de la population, cette probabilité est importante. Plus je m'éloigne de la moyenne de la distribution d'échantillonnage, moins j'ai des chances de trouver des moyennes d'échantillons. Donc quand j'ai juste une moyenne d'échantillons devant moi et que je n'en sais rien d'autre, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il est très peu probable que cette moyenne d'échantillons soit fort différente de la moyenne de la population. Il est minimalement probable qu'elle soit différente de la moyenne de la population. Donc quand j'ai un échantillon devant moi et rien que ça, le meilleur estimateur de la moyenne de la population, c'est encore la moyenne de cet échantillon. Là évidemment je parle en probabilité. Je dis le meilleur estimateur. Je dis la chance que j'ai, quand j'ai une moyenne devant moi d'échantillons, d'avoir quelque chose de très différent de la population est faible, je spécule en probabilité. Et bien sûr, il est tout à fait possible
que la moyenne de l'échantillon que j'ai devant moi soit extrêmement différente de la moyenne de la population? Bien sûr que c'est possible, mais c'est peu probable. Tout comme il est possible qu'en sortant, il y ait 30 degrés, mais c'est très peu probable. C'est tellement peu probable que la moyenne de mon échantillon soit différente de la moyenne de la population que je vais en général dire, bon ben allez, je prends cette moyenne d'échantillon comme maximalement représentative de la valeur de la moyenne dans la population. Maintenant, il reste que, si je parle en probabilité, je peux me rappeler qu'une probabilité, c'est un nombre. Et donc, si je parle en probabilité, ça serait intelligent de parler de manière numérique. Si je parle en probabilité, ça veut dire que je peux quantifier la probabilité. La probabilité, ça peut être 1 chance sur 100, ça peut être 50 chances sur 100. Ça serait intelligent que l'on puisse parler de cette manière-là, pour quantifier la vraisemblance de ce que l'on dit. Eh bien ça, c'est la vraie tâche de l'inférence. Ça, c'est ce que fait vraiment l'inférence. C'est spéculer sur la vraisemblance d'affirmations que l'on peut faire à propos des populations au départ des échantillons. J'appuie sur le bouton. À nouveau, j'ai le texte qui disparaît, j'ai la population et la distribution d'échantillonnage. Je réappuie et on va apparaître à gauche effectif des échantillons grands, à droite effectif des échantillons petits. Ouais, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je ne dépasse pas la ligne, jusqu'à présent, je vous ai dit que j'extrayais des échantillons de manière aléatoire de ma population. Mais cette expérience de pensée, je ne vous l'ai pas décrite de manière très opératoire. Vous auriez pu me dire, oui mais monsieur, quand vous extrayez un échantillon aléatoire de la population, prenez-la comme ça n'importe comment, et je vous dirais dire, ben non, je vais vous faire une confidence. Quand je joue à Dieu le Père, là, je prends un échantillon dans ma population, un autre échantillon dans ma population, un autre échantillon encore dans ma population, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais ils ont tous la même taille. Donc, par exemple, c'est tous des échantillons de taille 15. Ou bien c'est tous des échantillons de taille 20. Ou c'est tous des échantillons de taille 100. Peu importe, mais je les prends toujours avec le même effectif. Une question qu'on va se poser maintenant, c'est s'il me prenait l'idée, après avoir tiré une infinité d'échantillons qui ont chacun une taille 15, s'il me prenait l'idée de refaire la même chose, mais avec des échantillons qui ont une taille 30. Vous savez, c'est lassant de tirer une infinité d'échantillons qui ont une taille 15. Donc on a envie d'un peu de folie, on se dit, oh, soyons fous, on prend des échantillons de taille 30. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais observer les mêmes choses, selon que mon échantillon est de taille 15, de taille 30, de taille 200, de taille 3 999 228, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, la réponse à la question va venir au dia d'après. J'appuie sur le bouton et je vois apparaître une forme de distribution d'échantillonnage que l'on observe si les échantillons sont grands. J'appuie sur le bouton et je vois apparaître une forme de distribution d'échantillonnage que l'on observe si les échantillons sont petits. Vous comprenez déjà le but de la manœuvre. En fait, je veux vous introduire tout doucement à l'idée que la taille de l'échantillon a quelque chose à voir avec le risque que l'on court en faisant des affirmations. Et intuitivement, vous savez ça. Quand on fait une expérience, est-ce qu'on va prendre 3 sujets? Ou est-ce qu'on va prendre 30 sujets? Ou bien 300 sujets? Spontanément, si on vous pose la question, vous allez dire, bah non, il vaut mieux que l'échantillon soit grand. Il vaut mieux qu'il soit grand. S'il est grand, il est représentatif. S'il est représentatif, ça veut dire qu'il ressemble à la population. Et donc, ici, dans mon jeu de tirage aléatoire dans une population, et dans mon observation de ce qui en résulte en termes de distribution d'échantillonnage, ce que je vais voir, c'est que si les échantillons sont petits, les moyennes d'échantillons vont se disperser beaucoup. Ça va être un peu tout et n'importe quoi, il va y en avoir dans tous les coins.
la variabilité va être grande et ça va donner le genre de forme de distribution que vous voyez à droite. Par contre, si quand je joue à Dieu le Père, je prends des échantillons de taille importante, eh bien, les moyennes de ces échantillons ne vont pas varier beaucoup. Elles vont toujours être à peu près la même chose. Normal, chaque échantillon va être un bon représentant de la population, et donc je ne vais pas avoir beaucoup de divergence entre les moyennes de ces échantillons, puisque dans la mesure où l'échantillon est grand, il est un bon représentant de la population. Donc, les différences entre les moyennes observées dans mes échantillons et aléatoirement et la moyenne tenue de la population vont être ténues, réduites. Comme les moyennes d'échantillons ne sont pas beaucoup différentes de la moyenne de la population, ipso facto, elles sont très peu différentes les unes des autres. Elles sont très peu différentes les unes des autres, ça veut dire qu'elles ne sont pas très variables. Elles ne sont pas très variables, ben ça y est, osons le mot, leur variance est faible. Donc la variance des moyennes des échantillons est faible si les échantillons sont grands. Par contre, la variance des moyennes des échantillons est grande si les échantillons sont petits. Puisque quand les échantillons sont petits, on sait bien qu'on n'a pas beaucoup de chances qu'ils soient représentatifs de la population. Et donc leur moyenne virevolte d'un coin à l'autre de l'axe. Donc ceci, notion très importante, la taille de l'échantillon a quelque chose à voir avec la variance de la distribution d'échantillonnage. Petits échantillons, grande variance de la distribution d'échantillonnage, grands échantillons, petite variance de la distribution d'échantillonnage. Je continue et j'appuie sur le bouton. Non, je n'appuie pas sur le bouton, je reviens. Je reste, pardon Mélanie, à la dia numéro. Donc, lorsque l'on sait ça, on se rend compte que c'est très important de pouvoir contrôler la variance de la distribution d'échantillonnage. Et ça, vous savez le faire. Il y a une notion que vous connaissez. Vous connaissez la notion d'erreur type. L'erreur type, on vous a dit, ben c'est facile, vous la calculez comme ça. C'est 1 sur racine de je ne sais pas tout quoi. Ça change, ça varie en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais vous connaissez cette notion d'erreur type. Qu'est-ce que c'est l'erreur type? Eh bien, l'erreur type, c'est tout simplement l'écart type de la distribution d'échantillonnage. L'écart type de la distribution d'échantillonnage, donc la racine carrée de la variance de la distribution d'échantillonnage. C'est cela qui vous permet, avec Madame Brunings, de calculer les intervalles de confiance. Car comment faites-vous pour calculer un intervalle de confiance? Vous prenez une valeur que vous avez, un estimateur, par exemple une moyenne, et puis autour de ça, vous faites plus ou moins erreur type, mais attention, vous la multipliez par un truc, l'erreur type. Ce par quoi vous la multipliez, c'est une fonction de distribution qui est soit la distribution normale centrée réduite, soit la distribution T, ça je ne sais pas très bien quels exercices elle vous a fait faire, mais le principe est bien celui-là. Et donc, vous avez compris, puisque vous faites une valeur plus ou moins une fonction d'erreur type, vous avez compris que si l'erreur type est grande, votre intervalle de confiance il va être comme ça, mais si l'erreur type est petite, votre intervalle de confiance il va être comme ça. Et donc cette idée, grande erreur type, grand intervalle de confiance, petite erreur type, petit intervalle de confiance, ça vous fait comprendre comment on peut arriver à quantifier les vraisemblances. Puisqu'en fait, la valeur que vous allez chercher comme multiplicateur de l'effectif, c'est une valeur qui dépend d'un niveau de probabilité, d'un morceau de surface dans une aire sous une courbe. Donc, ça signifie que si votre intervalle de confiance est grand, ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas du tout sûr de ce que vous dites. Quelle température est-ce qu'il va faire demain? Bof, entre moins 20 et plus 40. Ouais, ben, je suis frais avec ça. Quelle température est-ce qu'il va faire demain? Entre 2 et 4 degrés. Ah, ça c'est plus intéressant. Si je peux dire entre 2 et 4 degrés, ça veut dire que probablement mon erreur type elle est petite. Si j'ai choisi, par exemple, des prédictions avec une chance sur 100 de me tromper.
Si je choisis ce niveau-là de probabilité, une chance sur 100 de me tromper, le multiplicateur relatif, je vais aller le chercher là, dans la courbe, dans les tables, à l'endroit correspondant à cette probabilité. Et je vais pouvoir ainsi faire des prédictions. Donc, l'erreur type vous permet de calculer les intervalles de confiance. L'erreur type exprime la variabilité dans la distribution d'échantillonnage. L'erreur type, vous allez toujours dans sa formule trouver une fonction de n. Par exemple, 1 sur racine de n-1, n sur racine de n-3, n sur tout un tas de choses. Vous allez toujours trouver une fonction de n. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, l'effectif est lié à la variance de la distribution d'échantillonnage. Ça, normalement, vous le savez. Tout ce que je viens de vous raconter, vous l'avez appris. Mais pas de la même façon. Maintenant, je vais partir de là pour faire autre chose. Je vais partir de là pour construire une notion que vous connaissez aussi, c'est la notion de test statistique. Donc, je ne suis plus dans le centre de mon tableau à la fonction inférée, je vais un petit peu plus vers la droite à la fonction comparée. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un test? C'est une machine à comparer en cherchant des différences. Et donc, on va partir du concept d'inférence, on va pouvoir construire le concept de test. Et on va voir qu'au fond, l'inférence, dans le concret, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on n'avait pas l'inférence, on ne saurait pas construire ce qui sert beaucoup, à savoir les tests, ces instruments de comparaison.